Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bismart et comme tous les jours, on vous propose de visionner les meilleurs moments de votre émission Smart Tech. Voici le best-of du jour. Alors, est-ce que cette révolution numérique, elle est véritablement en train de changer en profondeur l'Afrique ? Très clairement, ce qu'on observe, c'est tout ce travail de recherche que j'ai fait pendant plus de 3 ans sur le terrain, à travers une vingtaine d'écosystèmes africains, c'est que on voit aujourd'hui un pouvoir de transformatif qui est exercé par le digital. Et à l'avant-garde de ce pouvoir, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les start-upers, souvent bien en amont de la puissance publique, qui, quelque part, secteur par secteur, jouent un rôle. Et le point de départ, souvent, c'est le problème à résoudre. C'est aujourd'hui quel est le service, quelle est la solution, quel est le problème que la puissance publique ne permet pas de résoudre et que moi je vais résoudre avec le digital. C'est une façon de partir de l'usage, en fait, de s'emparer des technos et de détourner les usages traditionnels pour en faire vraiment des outils utiles. Tout à fait. Et ça fait écho justement à ce qu'a dit Xavier Niel, c'est-à-dire vraiment ce côté, moi je dirais, citoyen hacker. C'est-à-dire, je donner un exemple, lorsque le paiement mobile alors le paiement mobile, c'est extrêmement répandu sur le continent africain. C'est le berceau, c'est l'Afrique de l'Est, 2005-2007. En France, on en est encore très loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps d'avance du continent africain sur le paiement mobile. Lorsque cette technologie est apparue, la technologie de mobile banking, ça a vraiment été détourné de son usage initial par les citoyens, par les populations les plus pauvres, ce qu'on appelle la base de la pyramide, qui ont utilisé la technologie de paiement mobile pour s'envoyer de l'argent entre eux, alors qu'à l'origine, ce n'était pas du tout prévu pour ça, c'était pour faire des prêts, des micro-prêts, de microcrédits, des PME vis-à-vis des établissements bancaires. On parle de messagerie chiffrée et non pas cryptée. Quelle est la différence ? La différence, c'est que le mot crypté, en fait, n'existe pas. Il a été employé, c'est un anglicisme, mais on a un vocabulaire en français qui est beaucoup plus riche que ça. Donc on chiffre, on déchiffre, quand on est légitime, on chiffre pour protéger des données, on les déchiffre pour les recouvrer. Après, on peut essayer d'attaquer du chiffrement et on peut essayer de décrypter. Donc décrypter existe, mais pas La crypter. science de la cryptologie existe. Voilà, tout à fait. Les procédés cryptographiques également. Aussi, mais on parle de messagerie chiffrée. Merci beaucoup. Et alors, tant qu'on y est sur les explications pédagogiques, le chiffrement de bout en bout, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le chiffrement de bout en bout, c'est cette capacité à chiffrer votre message, votre information là où elle est créée, et à ne la déchiffrer qu'à un seul endroit, c'est chez votre destinataire de cette information. Et vous ne la déchiffrez jamais entre les deux. Si on prend le cas des messageries, par exemple, ça veut dire que votre information ne va jamais se retrouver non protégée, en clair, sur un serveur quelque part. Quelles sont les règles qui prévalent en matière de chiffrement en France ? Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi ? Alors ces règles, elles ont beaucoup évolué parce que historiquement, le chiffrement, c'était la prérogative de l'État à une époque où les moyens numériques n'existaient pas ou très peu. Et puis, donc c'était interdit, c'était assimilé, si vous voulez, à des moyens de guerre, en fait. Et puis, dans les années 80, 90 et 2000, avec l'avènement de l'espace numérique, avec l'intensification, l'hyper-intensification des échanges et la mise en réseau des machines et l'apparition de l'Internet, eh bien, il y a finalement deux intérêts contraires. C'est-à-dire que l'État ne peut pas tolérer que sans condition des opérateurs privés puissent chiffrer, puisque c'est une atteinte directe à ses prérogatives régaliennes de surveillance et de renseignement. Mais d'un autre côté, et c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, on ne peut pas laisser dans cet espace numérique, que certains assimilent à l'espace maritime, des navigants, si vous voulez, qui sont à la merci des pirates. Donc, grosso modo, depuis une vingtaine d'années, eh bien, les moyens de chiffrement se sont libéralisés. Autrement dit, des opérateurs privés peuvent les fournir. Simplement, ils doivent, dans certains cas, déclarer au Premier ministre, à ses services, et dans d'autres cas, demander l'autorisation préalable pour exporter ou importer des moyens de chiffrement, parce que là encore, ça atteint les intérêts de l'État. Vous considérez aujourd'hui qu'on peut parler de messagerie sécurisée ou pas suffisamment ? Je pense qu'on peut parler de messagerie de confiance, en tout cas. Et je ne sais pas comment le grand public appréhende les messageries. Est-ce que le grand public réclame du chiffrement de bout en bout ? Je ne sais pas. En tout cas, les agents, eux, ils veulent une messagerie de confiance. Et ils ont le sentiment, quand ils utilisent WhatsApp dans des circonstances professionnelles, parce qu'avant l'arrivée de WhatsApp, c'est ce qu'ils faisaient, qu'ils ne sont pas sur un service de confiance. Et que, d'une certaine manière, leurs données pourraient être interceptées ou exploitées à des fins commerciales. Mais alors là, avec WhatsApp, il pourrait se dire, finalement,
c'est mon patron, donc c'est l'État, qui a accès à mes informations, à mes communications. Et c'est pour ça qu'on met en place, le chiffrement de bout en bout, donc qui garantit la confiance, qui donne confiance aux agents. 2, on est sur un dispositif auditable, puisqu'on déploie une solution qui est une déclinaison d'un produit qui s'appelle Element et d'un protocole qui s'appelle Matrix. Tout ça est open source et donc parfaitement auditable. Est-ce que c'est un facteur différenciant d'un point de vue marketing, finalement? Oui, clairement. On peut d'abord rappeler que la messagerie, aujourd'hui, c'est un phénomène planétaire. Il y a plus de 5 milliards de personnes qui utilisent le SMS, 4 milliards l'email et à peu près 3 à 4 milliards de personnes qui utilisent les messageries instantanées. La plus populaire, c'est WhatsApp, qui réunit chaque mois 2 milliards d'utilisateurs. Donc, c'est véritablement des médias colossaux. Et c'est vrai que cet élément de chiffrement est aujourd'hui un élément de différenciation sur ce marché. WhatsApp est chiffré, alors qu'un Messenger ou des messageries chinoises ne le sont pas forcément. Donc c'est aujourd'hui un vrai sujet et on voit de nouveaux acteurs comme Telegram, comme Signal arriver en expliquant effectivement que sur leur plateforme, il y aura une plus grande confidentialité. Donc ça va attirer probablement plus d'utilisateurs. Mais c'est un besoin du grand public, ça? C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, le grand public a appelé de ses voeux à avoir des messageries chiffrées? Ça contribue effectivement à rassurer les consommateurs et aujourd'hui c'est un élément en tout cas de différenciation. Alors ça peut être considéré comme superficiel, on pourra débattre peut-être du caractère réellement sécurisé ou pas d'un télégramme, mais ça attire effectivement du monde et ça permet de se différencier sur un marché où sinon les applications peuvent se ressembler beaucoup. Et puis nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.